on a affaire, du début jusqu'à aujourd'hui, à un mouvement pluriclassiste. Autrement dit, on n'a pas affaire à un mouvement qui serait une classe sociale qui se mobilise, mais un mouvement qui comporte dans ses composants plusieurs classes sociales, au moins deux, le prolétariat et la petite bourgeoisie. Mais ça vaudrait le coup de regarder de plus près pour ceux qui ont suivi plus régulièrement le mouvement. On a aussi des textes qui ont tenté, on a une première recherche universitaire sur qui était mobilisé sur les ronds-points, etc. Donc qu'on puisse approcher de manière plus précise cette dimension pluriclassiste. Ce qui veut dire que, comme dans tout mouvement pluriclassiste, on a à la fois des revendications communes, mais aussi une hétérogénéité des attentes, une hétérogénéité des investissements, de ce qui est mis à l'intérieur, et donc c'est important de repérer, qu'on puisse avoir en tête qu'est-ce qui fait unité dans le mouvement, mais aussi qu'est-ce qui fait diversité ou contradiction même, sur certains points. Donc ça c'est la première caractéristique, pour déterminer ce que nous avons à faire dans ce mouvement. L'enjeu de ce mouvement, c'est de ne jamais oublier sa composition sociale. La seconde caractéristique pour moi, qui est là qui concerne plus largement la classe ouvrière, c'est qu'on a affaire à un mouvement qui a fait reculer le pouvoir. Même si on estime que ce recul est un recul en, comment on dit, en faux semblant ou en un faux recul, etc. Mais je sais plus, il y a une hein En 2020 non, il y a une autre expression en français, c'est pas bon. En tout cas, il y a eu un recul, même si ce recul peut apparaître comme symbolique, et c'est pas rien. C'est pas rien quand on regarde les années qui ont précédé, dans lesquelles il n'y a jamais manqué de lutte. Il n'y a jamais eu, ceux qui disent il y a eu la partie sociale sont aveugles, donc il y a toujours eu des luttes. Par contre, aucune de ces luttes n'avait réussi à faire reculer le pouvoir. Et ça a des effets pour les mois et les années à venir en termes d'attente et de mobilisation possible. Et c'est important qu'on le garde en tête. En tant que marxiste, la psychologie n'est pas notre fort, mais en tout cas, on connaît les dérives que peut avoir une approche qui est psychologiste, mais ça ne veut pas dire que la psychologie n'entre pas, y compris la psychologie collective. Une victoire, ça a des conséquences en termes de mobilisation après, c'est important de l'aborder. Il se trouve que cette victoire, elle est en 2020, et donc il ne faut pas oublier ça. Troisième caractéristique qui me semble essentielle à prendre en compte, c'est de nous intéresser, pour la partie ouvrière qui s'est mobilisée chez les Gilets jaunes, de nous interroger sur c'est quel segment de la classe ouvrière qui s'est mobilisé. Et là, on a à l'évidence le segment on va dire des petits prolétaires, du bas de la classe ouvrière, de ceux qui sont dans les petites entreprises. Autrement dit, une des caractéristiques, c'est on a la partie de la classe ouvrière qui n'est pas socialisée dans les bastions ouvriers, qui n'est pas socialisée dans les grandes entreprises, qui n'est pas socialisée dans les endroits dans lesquels le collectif socialise spontanément à un minimum de dimension de conscience collective. Là, on a affaire à ceux qui sont dans les toutes petites entreprises, ceux dans lesquels le syndicalisme est le moins présent aussi. Et donc, c'est une dimension importante. C'est aussi une partie de la classe ouvrière qui a trouvé là une forme de mobilisation et de lutte qu'elle ne trouvait pas spontanément dans l'état de nos organisations aujourd'hui. C'est d'ailleurs une dimension qui rend encore plus problématique ceux qui ont obtenu des discours sectaires sur ce mouvement en disant non, c'est pas pur, on n'y va pas. Justement, c'est du mépris pour cette partie de la classe ouvrière qui n'avait pas d'autres moyens de mobilisation. Quatrième caractéristique qui me semble important, qui n'est pas entièrement nouvelle, la CGT en particulier, dans les différents mouvements l'avait mobilisé, l'investissement de la place publique. Ce qui s'est joué sur les ronds-points, etc. La présence physique sur la place publique, l'occupation de l'espace public, qui est pas rien parce que pour cette partie qui n'est pas socialisée dans le syndicat, qui n'est pas socialisée dans les grandes entreprises, l'investissement des places publiques, c'est la création d'un espace collectif dans lequel on voit bien que les débats sur ces ronds-points, pour ceux qui les ont suivis régulièrement, ont fait évoluer certaines idées, ont contribué à une politisation du mouvement, et donc on a cette dimension-là qui est importante. Je soulignerai d'ailleurs que ce n'est pas nouveau. Si on regarde à l'échelle internationale, on est dans une période, et comme par hasard, c'est à chaque fois dans des endroits dans lesquels il y a des gens qui sont dans les petites entreprises ou nulle part,
Rappelez-vous tous les mouvements de place Tahrir, des places, etc. L'idée que l'espace public peut être un lieu de mobilisation, il faut qu'on relie. C'est comme s'il y avait une période dans laquelle des gens qui ne trouvaient pas comment se mobiliser, trouvaient dans l'espace public le moyen de se mobiliser. Cinquième caractéristique, la dualité des revendications entre la dimension économique, contre les taxes, augmentation du SMIC, etc. Donc des choses qui nous, en tant que matérialistes, nous semblent essentielles, et la dimension politique avec le fameux débat sur le RIC. Et c'est important qu'on puisse débattre sur l'articulation des deux, en particulier sur le fait que, bien entendu, aucune de ces deux dimensions n'est à mépriser, mais que le RIC peut être utilisé et est utilisé à certains moments comme moyen d'évacuer la dimension économique qui, bien entendu, vient contrecarrer les logiques du système capitaliste. Et donc, cette double dimension, c'est intéressant de débattre et de voir qui porte la revendication sur le RIC et qui porte les revendications sur les aspects économiques. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes dans le mouvement qui portent l'un et l'autre. Même si on n'a pas les éléments statistiques qui nous permettent de dire c'est plus la petite bourgeoisie qui porte le RIC et plus le bas de la classe ouvrière qui porte... on n'a pas d'éléments d'enquête qui nous permettent de le dire, mais c'est intéressant de regarder de manière plus proche. Sixième élément de caractéristique, sixième caractéristique, la réaction de la classe dominante, qui est quand même l'usage de la violence policière à une échelle, en ce qui concerne cette partie des classes populaires, puisqu'elle l'a utilisé pour d'autres parties des classes populaires, qui est inédite pour cette partie des classes populaires, à la fois en termes d'intensité de la violence. On a déjà eu des épisodes, mais sur l'intensité et le nombre de personnes touchées, il y a un phénomène nouveau qu'il faut avoir en tête. Et c'est un élément important parce que ça permet de faire le lien avec d'autres parties des classes populaires qui ont été victimes de ces violences policières. Je pense aux quartiers populaires et aux jeunes issus de l'immigration. Et donc ça pose la question du lien entre deux segments des classes populaires qui avaient des subjectivités qui n'étaient pas connectées. À nous de poser ce débat-là. Dans une série de conférences que j'ai été amené à faire ces derniers temps, dans l'ensemble des quartiers populaires dans la région parisienne, lorsque je disais aux jeunes des quartiers les Gilets jaunes ont commencé en novembre 2005, c'était le moment dans lequel ils cessaient de regarder le mouvement comme extérieur. C'est à ce moment-là qu'ils commençaient, on s'apercevait qu'ils commençaient à être attentifs, etc. Parce que dans leur tête, il y avait deux mots, tout ça n'avait rien à voir, et mettre des mots là-dessus en disant les Gilets jaunes, ça a commencé en novembre 2005, là, du coup, on pouvait débattre, et du coup, il y avait des questions qui étaient posées. Donc c'est important à la fois de prendre en compte cette coupure entre deux segments des classes populaires, et en même temps, l'identité de traitement qui signifie aussi le besoin d'union de ces deux segments. Voilà pour un certain nombre d'effets globaux, de caractéristiques globales à prendre en compte. Sur la question des effets, là aussi, on peut déjà anticiper quelques effets qui sont soit déjà acquis, soit anticipables. Le premier effet, c'est l'effet de la durée. L'effet de la durée, pour d'autres mouvements sociaux antérieurement, on sait qu'à chaque fois qu'un mouvement s'est inscrit dans la durée, il laisse ensuite des restes, des héritages. Autrement dit, par exemple, sur les mouvements étudiants, il y a on a quelques travaux qui sont intéressés à l'effet de... lorsqu'un mouvement étudiant a eu lieu, qu'est-ce qui se passe les années d'après? Et on s'aperçoit qu'il y a un investissement politique, c'est-à-dire que le mouvement fait école, et qu'il y a un investissement politique après, dans les 2-3 ans qui viennent. Ceux qui ont participé à ce mouvement cherchent des espaces d'investissement ensuite. Je le dis pour nous, coordination communiste, tous ceux qui se sont mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes, que vont-ils devenir dans 6 mois? Pour un certain nombre d'entre eux, ils vont être à la recherche de l'espace pour continuer une mobilisation qui a été enclenchée à ce moment-là. Et donc ça pose toute la question de nous, en tant qu'organisation communiste, notre capacité à être à l'écoute d'un certain nombre d'entre eux qui vont être dans cette recherche d'espace d'investissement politique. Second effet, pas de manière générale, mais dans les unions locales, dans les dimensions syndicales qui n'ont pas eu une position sectaire sur les Gilets jaunes, la question de comment faire converger, fusionner
la partie de la classe ouvrière qui n'est pas dans les grandes entreprises ou qui est à l'extérieur de l'entreprise fera partie des réflexions, et donc on risque d'avoir des débats. Alors malheureusement ce ne sera pas partout, mais en tout cas dans les espaces liés à ça, parce que ça pose en réalité la question de l'organisation syndicale d'une partie de la classe ouvrière qui n'est pas spontanément organisée, et ça pose la question du rôle des UL aussi, puisque ça pose la question de comment on vient adjoindre au travail en entreprise le travail territorial, y compris en termes de syndicalisation. Je rappelle qu'historiquement, le mouvement ouvrier a pensé à la fois l'entreprise comme lieu premier de l'organisation, à la fois syndicale et politique, mais qu'en même temps, par exemple, la pensée des UL comme maison du peuple, comme espace d'éducation, était ouverte sur cette dimension territoriale, justement pour pouvoir toucher ceux qui spontanément ne sont pas organisés dans l'entreprise. Et donc ça nous pose cette question-là, de comment nous aussi, on peut faire avancer ça dans les UL, pour que les UL ne soient pas simplement un regroupement des syndicats, mais soit aussi un espace de débat, etc. Il y a des expériences qui commencent, hein. L'UL Tourcoing est un bon exemple, mais aussi quand on regarde l'utilisation de la grande salle, de la Bourse du Travail, qui commence à accueillir toute une série de choses, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne au sérieux. Troisième élément, troisième effet prévisible, même si là aussi ça sera différent d'un endroit à l'autre, ce que j'appellerais la baffe sectaire. On a un certain nombre de gens qui ont boudé ce mouvement au début, qui en attendaient un mouvement pur et donc qui considéraient que les éléments de pureté n'étaient pas réunis, donc on ne pouvait pas... Quoi et on a eu aussi un certain nombre de personnes qui ont changé de position en cours de route, sans jamais faire leur autocritique d'ailleurs. Hein. Ont changé de position comme s'ils avaient toujours défendu ça. Non, c'est parce qu'au début c'était pas bien et que quand c'est devenu bien... C'est ça, ouais, bien sûr. Non, parce qu'ils disent pas ça. Parce que s'ils disaient ça, à la limite, on pourrait avoir un débat. Non, ils disent on a toujours été présent. Et donc, cette dimension-là, c'est intéressant en termes de rapport de force dans les idées. Ça fait avancer quelque chose que la coordination communiste défend depuis toujours, qui est, il n'y a pas de mouvement pur, il faut être dans les mouvements tels qu'ils sont pour les faire progresser. Et donc, là, dans le rapport de force entre idées, je pense qu'il y a des points qui ont été gagnés. Malheureusement, c'est pas homogène, c'est pas la même chose dans les différents endroits de France, les différents secteurs, etc. Donc, ayons en tête toutes ces dimensions-là pour pouvoir prendre ce temps de réflexion collective. Et je voudrais terminer en rappelant quelques éléments de méthode pour guider nos discussions, pour qu'on les ait en tête. Et donc, juste reciter, puisque vous les connaissez par cœur, les 4 lois de notre méthode scientifique qui est le marxisme-léninisme, les lois de la dialectique. Première loi, vous la connaissez, tout est en mouvement. Autrement dit, de bien avoir en tête quand on analyse ce mouvement, à la fois ce qui a précédé ce mouvement, on en était où avant, à la fois l'élément déclencheur du mouvement, et à le distinguer avec la causalité. Le déclencheur n'est pas la cause. Là, en l'occurrence, on a un déclencheur qui était les taxes, qui était le prix du gasoil. Est-ce qu'on considère que c'est les prix du gasoil qui est la cause de la colère? Donc, si on ne distingue pas les deux, on va en rester sur l'apparence. Donc, comment on passe du déclencheur à la cause? Donc, ça, c'est pour le démarrage. Et puis après, eh bien, le mouvement n'est plus le même aujourd'hui que ce qu'il était au début. Et donc, avoir en tête ce mouvement dans son évolution et peut-être repérer les éléments d'avancée ou les éléments ou les problèmes qui restent dans l'histoire de ce mouvement. Seconde loi de la dialectique, la connexion de ce mouvement avec le reste du contexte social, politique et économique. Autrement dit, ne pas penser ce mouvement comme étant un mouvement uniquement spontané. Il y a eu d'autres choses avant qui ont tenté de transformer le rapport de force, le relier avec l'état de nos syndicats, le relier avec l'état du débat politique aujourd'hui, comment ce mouvement est articulé au reste du contexte social, politique et économique. Troisième loi de la dialectique, penser en termes de contradiction. Je rappelle, une contradiction, c'est l'unité et l'opposition de deux contraires. Donc, qu'est-ce qui fait unité dans ce mouvement et qu'est-ce qui fait opposition entre plusieurs manières de voir les choses, plusieurs intérêts, etc. Et qu'on puisse pousser notre analyse pour montrer les intérêts divergents qui peuvent se retrouver dans le même mouvement pour qu'on puisse, nous, après, dans notre participation au mouvement, choisir sur quel clou on appuie, dans quelle direction on oriente, etc.
Et quatrième loi de l'éthique, le changement qui est un changement qui commence par des dimensions quantitatives et qui s'y transforme en dimension qualitative. Mais là, on va rejoindre ce qu'on disait sur la dimension du mouvement, etc. Qu'est-ce qui... les changements quantitatifs avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, voilà, et sont arrivés à un moment donné à une maturité qui fait ce déclenchement. À moins de croire que les gens se sont levés un matin et se sont dit « Tiens, on va devenir un mouvement radical », c'est que des choses se sont passées avant, imperceptibles, qui ont cumulé des colères et qui ont débouché sur un prétexte qui a déclenché les choses. Alors pour aborder ces questions-là, on va se mettre en trois petits groupes. Et j'ai à chaque fois sélectionné à la fois des textes qui renvoient à des données objectivées par des recherches, des articles, etc. et des textes d'analyse politique élaborés soit par la coordination dans le passé sur des mouvements similaires ou aujourd'hui ou dans l'histoire du mouvement communiste historiquement. Donc je propose qu'un premier groupe travaille sur un article d'un chercheur qui est Alexis Spire, qui a travaillé sur, qui a écrit un article dans le Monde diplomatique sur l'injustice fiscale. Pourquoi la question de l'impôt peut arriver à un moment donné, les taxes peuvent arriver à un moment donné à créer de la colère. Et de ce groupe de travailler sur ce texte. Alors, j'ai sélectionné à l'intérieur du texte un certain nombre d'éléments grisés, si le texte est trop long, ce qui permettra de prendre du temps pour la discussion. Et un second texte qui est un texte de la coordination communiste de novembre 2013 sur la question des bonnets rouges à l'époque, qui était un autre mouvement. Donc on a eu les mêmes débats, des gens nous ont dit mais c'est pas pur, il y a des patrons dedans, il ne faut pas y aller, etc. Et déjà en 2013, la coordination communiste avait une autre approche de cette question-là. Donc ça pour un premier groupe. Ensuite, je propose qu'un second groupe travaille sur trois petits textes. Un texte du Parti communiste français sur le mouvement Poujade et le PCF, parce qu'on a eu tout un discours sur mais c'est les fascistes qui sont dans ce mouvement, le Rassemblement national infiltré, etc. Il date de quand il date de... C'est la période 53-62, donc de cette période-là. Ah oui, c'était au moment. Voilà. L'article de la coordination communiste d'octobre 2018 sur le mouvement et la lettre devenue célèbre de Roland sur la CGT à propos de la lutte des Gilets jaunes. Donc je propose qu'un second groupe travaille sur ces trois textes. Pourquoi 3 et la 2 Tout simplement parce qu'ils sont plus courts, donc ça fait équilibre. Et un troisième groupe qui travaillerait sur la première enquête d'un collectif de chercheurs qui a tenté donc de regarder combien d'ouvriers, etc. Bien entendu, en n'ayant pas l'ensemble des moyens d'enquête pour avoir un discours complètement objectivé, mais qui donne quelques indications. Là aussi, il y a des parties grisées pour gagner du temps. Et un texte de Lénine sur l'insurrection irlandaise, dans lequel Lénine nous apprend que si on attend un mouvement pur, on peut attendre longtemps. Voilà. Je vais proposer que William s'occupe d'un groupe, donc il va choisir dans les trois séries de textes lequel il prend. 1, 2, 3, tu nous dis. 2. Donc ceux qui sont dans le 2, c'est avec Bravo. William. Je vais proposer à Roland d'en prendre un second groupe. Oh, le 1, par exemple. Le 1. Et donc le 3, je vais proposer à Guillaume de prendre le troisième groupe. Le 3.